Irrévocable. Je m'appelle Mireille Ondoa, j'ai 37 ans. En 2008, mon homme et moi vivions paisiblement en concubinage. Nous étions dans un petit studio de 40 000 FCFA. J'étais en ce temps ménagère comme on le dit couramment. Il est peintre, mais n'a pas de boulot fixe. De petites jobs par moment. J'avoue qu'on était en paix. En 2005, je tombe enceinte. Je le lui annonce, très content, il me dit « Chérie, je vais officialiser notre union. Mais comme on n'a pas assez d'argent, nous allons inviter 15 personnes chacun et célébrer notre mariage à la mairie, parce que tu viens de m'offrir un beau cadeau. » C'est ainsi que chacun de nous informe sa famille respective. Le mariage de 30 invités est devenu celui de 150 invités. Vous connaissez nos allures camerounaises. La famille a contribué par-ci, par-là et c'est comme ça qu'on a célébré le mariage. Mon mari ne m'avait pas encore dotée, mais a fait le toquet-porte. Pourtant j'étais heureuse. Le temps passe et j'accouche d'un garçon. Pour me remercier, il faisait une tontine de 40 000 FCFA moi. Il prend 400 000 FCFA et me le donne afin de me féliciter pour notre fils que je venais de mettre au monde. Je décide alors d'ouvrir une boutique dans un kiosque juste devant notre maison. Tout allait bien lorsqu'en 2013 je constate un retard de menstruation. Nous allons à l'hôpital et j'étais déjà à 4 mois, mais le comble, mes menstruations n'ont jamais cessé avant ce fameux mois où je me suis rendue à l'hôpital. J'ai un niveau d'études BTS, brevet de technicien supérieur, en action commerciale et force de vente. Mon mari a lui son CAP, certificat d'aptitude professionnelle, en mécanique auto. Malgré la vie modeste, nous étions tous heureux. Bref, c'est ce que je me disais. La boutique tournait quand même et j'arrivais à épargner 35 000 FCFA provenant des bénéfices de la boutique chaque mois. Avec le temps, j'ai fait un petit débit de boisson et je rendais compte à mon mari de tous les bénéfices. J'ai eu des complications pour ma seconde grossesse, et il a fallu que j'accouche par césarienne de notre fille car elle se présentait par le siège. Mon mari n'ayant rien comme économie, a dû prendre celle du débit de boisson pour régler la facture de l'hôpital. En ce moment, il ne trouvait plus de petites jobs à faire et la boutique a chuté, car la césarienne a fait que je ne m'exerçais plus dans les petites activités. Même manger était dur et c'est ma mère, cultivatrice qui m'envoyait des vivres frais afin qu'on puisse tenir les deux bouts. Un soir, alors que mon bébé avait 3 mois, mon mari demande à ce qu'on fasse l'amour, je lui ai alors dit qu'il faudrait qu'il utilise un préservatif, car on ne peut plus se permettre d'être indélicat avec notre état financier précaire. Il se fâche et se met dans tous ses états au point où il s'en va même dormir dehors ce jour-là. C'était d'ailleurs la toute première fois qu'il découche. J'appelle ma mère au village, et lui explique la situation car j'étais au bord des larmes. La galère, les problèmes, même l'appétit sexuel je n'en avais plus, du moins, ma libido était à 0. Ma mère me conseilla alors de faire le planning, là, je n'aurais plus à dire à mon mari de se préserver pour l'acte sexuel, et que c'est parce qu'il n'est pas beaucoup instruit qu'il l'a mal pris, qu'en temps normal, ce n'est pas un problème qu'une femme propose ça à son homme vu la situation qu'ils sont en train de traverser. Pourtant c'est pour notre bien commun. Le matin venu, je laisse les enfants à une voisine et je me rends à l'hôpital avec 10 000 francs en poche pour le Nord-Plan. Au retour, je trouve monsieur avec notre chambre sans dessus-dessous. Je demande pourquoi ce désordre, il me dit qu'il cherche ses 10 000 francs. Je lui explique donc que j'ai fait le planning familial avec, et que là, il n'aura pas besoin de se protéger, et moi je n'aurai pas peur de concevoir vu notre situation financière éphémère. Dans un élan de colère, il porte la main sur moi en disant que cet argent aurait pu servir à acheter du riz pour la maison et moi je l'ai gaspillé. Je me retrouve dans un stress pas possible. Les jours d'après, l'atmosphère était pesante à la maison. Je lui adressais la parole juste quand je n'avais pas le choix. D'ailleurs, ce pourquoi j'ai mis le Nord-Plan, n'était plus d'actualité. Je dormais au salon, et lui dans la chambre avec nos 2 enfants. Comme la boutique me donnait 35 000 FCFA par mois, j'avais cotisé près de 920 000 FCFA, et c'était à la maison à l'insu de mon mari, car je comptais agrandir la boutique et ouvrir une petite cabine téléphonique aussi. Avec ma césarienne, le débit de boisson lui, est tombé à l'eau. Je ne sais honnêtement pas comment il avait géré, mais il m'a dit que c'est avec les économies du débit de boisson qu'il avait payé la césarienne à l'hôpital. Je n'ai pas discuté cela avec lui, car c'est lui qui m'avait donné les 400 000 F que j'ai pris pour ouvrir la boutique. J'étais juste reconnaissante envers lui, si on peut le dire ainsi, ce qui fait que je ne lui avais jamais demandé les comptes du débit de boisson. Il est le seul garçon parmi des filles. Il avait sa mère et ses sœurs, ses cousines etc. Ma belle famille ne nous soutenait pas dans nos difficultés financières. Ma belle-mère était le genre qui peut même faire 3 mois sans passer chez nous. Elle était plus présente chez ses filles qui avaient des maris, financièrement stables. Et du coup, elle et moi ne causions pas beaucoup, à part les salutations et les nouvelles des enfants. Depuis les moments difficiles elle ne m'a jamais apporté même un verre de tapioca.
C'est plutôt moi qui, lorsque ma maman nous ravitaillait, partais donner aussi pour elle et profiter la saluer. Un jeudi, mon mari m'annonce qu'un de ses amis a perdu son père. Il doit alors aller aux funérailles, et ainsi soutenir son ami dans leur village. Le vendredi, je fais le sac de voyage de mon mari. Je prends une brosse à dents, une petite serviette, un pullover, un pantalon et 2 tricots. Juste pour le week-end en effet. Il revient vers 14 h, regarde son sac et me gronde. Il me demande d'ajouter plusieurs pullovers et encore des vêtements. Chose que je fais sans discuter. Le soir, il s'en va. Le lendemain matin samedi, je m'attendais à ce qu'il m'appelle pour me dire qu'ils ont bien voyagé lui et son ami, mais rien. Le samedi soir j'appelle mon mari mais l'appel ne passe pas. Je me disais que ça pouvait être un problème de réseau puisque c'est au village ils sont partis. Je reste tranquille avec les enfants. Dimanche soir, aucune nouvelle. Son téléphone est toujours inaccessible. Inquiète, je prie et je pars dormir quand même avec la peur au ventre. Le lundi, pareil. Je décide d'appeler son ami en question qui est en deuil. Grande fut ma surprise quand il me dit qu'il est très fâché parce que mon mari n'est pas venu aux funérailles de son père. J'ai alors expliqué à son ami que mon mari a voyagé depuis vendredi pour se rendre à son village pour les funérailles. Il me dira alors qu'il n'a jamais vu l'ombre de mon mari aux funérailles de son père. Mardi, je laisse mon bébé qui tétait encore et notre premier fils à la voisine, je vais dans les agences de voyage me renseigner voir s'il n'y a aucun bus qui a fait un accident en route, mais toujours rien. On me dit que tous les bus qui sont partis vendredi pour une quelconque destination sont revenus sans problème. J'étais bouleversée et mes mains tremblaient. J'appelle ma mère toute confuse puis je me mis à pleurer en plein carrefour. Ma maman essayait de me calmer, en me disant que peut-être après les funérailles, il est allé dormir avec des prostituées, à cause de nos petits problèmes intimes, mais qu'il reviendra. Qu'il a été sûrement énervé par le planning familial, au point où il a décidé d'aller dehors, et que d'ici la fin de la semaine il pourra être de retour. J'appelle aussi sa mère, mais je ne ressens aucune inquiétude dans sa façon de me parler. Elle me dit juste, va l'attendre. C'est ton mari, tu es censé connaître où il se trouve plus que moi. Double guillemets fermant. Je rentre à la maison, toutes mes voisines viennent me consoler car je suis rentrée dans le quartier avec des pleurs, en criant que j'ai perdu mon mari, et qu'on l'a sûrement tué en cours de route. La dame chez qui on louait le petit studio me dit de chercher de l'argent pour qu'elle me conduise le lendemain à la direction de notre télévision nationale afin de lancer un avis de disparition. Je pars alors dans la chambre car j'avais toujours cette économie de 920 000 FCFA que la boutique m'avait rapportée depuis sa création, car je me suis juré ne pas la toucher sauf pour agrandir la boutique afin d'y intégrer une cabine. Mais avec cette situation, je n'en pouvais plus. La caisse où je mettais l'argent est vide. Totalement vide. Je m'évanouis, car c'est à ce moment précis que je réalise que le gars m'a en fait quitté, en me dévalisant et me laissant un petit garçon et un bébé de 6 mois dans les bras. Les voisines font tout ce qu'ils peuvent pour me réveiller. Je me réveille et je recommence à crier cette fois-ci. Elle me calme avec un verre de lait, et me demande ce qui m'a fait m'évanouir. Je leur explique donc tout en ajoutant que n'eût été ces moments de galère, je serais même déjà à plus d'1 million. Le gars savait donc où je gardais cela. Mon Dieu. Je l'ai aimé sans condition, sans regarder son niveau scolaire, son niveau de vie ou quoi que ce soit. Je l'ai aimé d'un seul cœur. Un amour innocent, inconditionnel, mais il m'a laissé au carrefour. La bailleresse se mit aussi à crier et toutes les femmes la suivent directement. Il ne pouvait pas fuir sans prendre les économies. Je vais alors faire comment avec 2 enfants en bas âge ? La bailleresse me consola et me demande de ne plus pleurer car je risque de putréfier le lait de mon bébé. Mais ce n'était pas facile mes chers. Plus je pleurais plus mes enfants pleuraient. Je voyais comme si le ciel me tombait sur la tête. Je n'ai pas dormi toute cette nuit. J'étais chagrinée. Le lendemain tôt le matin, je me rends chez ma belle-mère avec les enfants. Curieusement, ma belle-mère après toutes mes explications me demande si je pleure l'argent ou son fils. Et que d'ailleurs l'argent là était pour son fils. Il l'a gagné à la sueur de son front. Elle me demande si nous de la localité dont je suis issue, connaissons travailler et me dit que je pourrais encore facilement trouver de l'argent. J'étais abasourdie par sa réponse. J'ai porté le bébé et l'ai attaché au dos pour rentrer, mais je me suis écroulée, car toute la journée précédente, je n'avais rien mangé à part la tasse de lait que les voisines m'avaient donnée pour me calmer, et la nuit, le bébé avait été. Je me suis écroulée et cette belle-mère ne s'est même pas gênée pour venir me relever. Je suis restée sur ma position, à genoux, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, « Seigneur, la vengeance et la rétribution t'appartiennent, rends-moi justice, car tu es le Dieu des opprimés. Tu défends ceux qui sont affligés injustement. » Puis, j'ai secoué la poussière de mes pieds. La petite cousine de mon mari est venue me soulever et me donner 300 FCFA pour la moto. Je suis donc rentrée, et j'ai appelé ma maman pour lui donner la vraie version de l'histoire. Elle a alors pleuré avec moi, criant au téléphone en proférant tout genre de malédictions sur mon mari.
Nous avions pleuré ensemble. J'étais au plus bas. Le chagrin m'a envahi totalement. Même pour manger, ce sont les voisines et la bailleresse qui s'organisaient pour m'apporter de la nourriture. Lundi et mardi c'était la bailleresse qui me servait avec les enfants ce qu'elle a préparé. Mercredi et jeudi c'était la voisine d'en face. Vendredi je buvais du tapioca délayé avec mon fils. Mon bébé buvait la bouillie. Le week-end je me débrouillais ça et là pour ne pas trop agacer les gens. Maman est venue chez nous la semaine d'après et me disait que j'ai tellement dépéri. Elle me soutenait du mieux qu'elle pouvait, mais devrait retourner car il y avait mes petits frères à sa charge au village. En plus, bientôt c'était la saison des semences. Les jours passaient inlassablement. Je me remettais peu à peu. Un soir, la bailleresse me fait comprendre qu'une agence de transfert de fonds vient de lancer un recrutement. Je n'avais toujours pas de nouvelles de mon mari. Il faut que je me lance. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et pleurer jusqu'à la fin des temps. J'ai 2 enfants à ma charge. Je dois me booster. C'est comme ça que je prends mon CV pour aller faire le dépôt à l'agence en question. Sur le chemin du retour, je vois la petite cousine de mon mari, qui me dit qu'en réalité, le gars a pris la route du désert pour aller en aventure, et qu'il fait le programme d'aller en Europe. Donc il est passé par le désert avec certains amis. J'avais tellement déjà trop pleuré auparavant, si bien que je n'avais plus de larmes dans mes yeux. Juste une grosse déception. À mon retour j'explique tout aux voisines qui elles aussi n'ont pas manqué de lancer toutes sortes de malédictions à l'encontre de mon mari. Je devrais déjà 2 mois de loyer à la bailleresse sans compter qu'elle me nourrit encore avec les enfants. Ma mère l'appelait souvent pour la remercier car elle m'a prise comme sa propre fille. Quelques jours après, voilà l'agence de transfert qui m'appelle pour un salaire de 80 000 FCFA. Je vois comment le loyer va me prendre déjà 40 000 FCFA, le taxi tous les jours et je vais nourrir les enfants comment ? La bailleresse me dit que son 3e locataire libérera sa chambre dans quelques jours. C'était une chambre de 25 000 FCFA mais, elle me laissait ça à 20 000 FCFA. J'accepte et je quitte notre studio pour la chambre, toujours dans la même cour. Je commence le travail à l'agence en laissant les enfants à la voisine car on était devenus une famille. Le soir à mon retour, je les récupérais. Souvent, ma mère m'envoyait des vivres frais. J'avançais peu à peu et j'ai commencé une tontine de 10 000 F mois. Les 2 mois de loyer du studio que je devais à la bailleresse, c'est ma mère qui s'est battue pour le payer. 2 ans sont passés depuis que mon mari est parti. Un jour une de ses cousines vient nous rendre visite, et elle me raconte comment ma belle-mère a complètement dépéri, avec la situation de mon mari. J'envoie rapidement mon fils à l'intérieur de la chambre, car il allait déjà à l'école publique et s'exprimait déjà très bien. Je ne voulais pas qu'il comprenne les histoires de son père. Sa cousine me dit que mon mari est en prison en Libye et on les électrocute chaque matin en appelant leur famille. On suit leurs hurlements au téléphone et ils sont bastonnés tout le temps. Ils demandent une rançon de 9 millions FCFA, sinon ils seront tués. Ma belle-mère a déjà pleuré toutes les larmes de son corps et est allée prêter l'argent par-ci par-là, disait-elle. Sa cousine me supplie de faire quelque chose, comme je travaille déjà. Je lui ai bien dit que même si j'avais 100 millions, je ne le ferais pas. Je lui explique donc comment j'ai fait une dépression et que n'eût été le soutien de mes voisines, ma bailleresse et ma maman, j'allais faire un AVC, accident vasculaire cérébral. J'avais perdu 10 kilos. J'étais devenue l'ombre de moi-même. Elle me dit que je suis chrétienne et que je ne dois pas être rancunière. Je lui ai dit que justement comme je suis catholique, Dieu est en train de faire mon combat, et elle est partie. 8 mois après, je reçois une promotion et mon salaire monte de 80 000 FCFA à 120 000 F. Je commence alors à plus prendre soin de moi, car avant je me négligeais un peu. Je fais la rencontre d'un certain Stéphane Gando qui travaille dans une grande société de la place. Il me plaît bien et je lui explique ma situation tout en lui précisant que je suis encore légalement mariée et que c'est pour cette raison, je refuse ses avances. Il me dit que je dois aller voir un huissier pour abandon de foyer par mon mari et ça doit me donner gain de cause pour le divorce. Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent pour rentrer sur cette ligne. J'ai 2 enfants à nourrir. Ngando prend le dossier en main à ses propres frais. En un rien de temps, j'obtiens la séparation de corps et la garde des enfants. Ça a été trop facile. 1 an après notre idylle, Ngando veut me doter. Mon ex-mari ne m'avait pas doté faute de moyens. Il avait juste fait le toqué-porte et passé directement à la mairie. Ma mère lui dit qu'elle ne peut pas prendre ma dot tant que je n'ai pas encore divorcé, et que ce serait mal vu. Ngando me demande de déménager, et pour cela, il me prend un studio moderne et bien joli dans un quartier chic. Il verse 10 mois de loyer à raison de 60 000 F mois. Je ne sais pas comment mon mari est parvenu à rentrer. Il me cherchait, et sa cousine lui a indiqué où je travaille. Un jour, quelqu'un demande d'après moi à la réception et on m'appelle. Je demande à savoir qui c'est, et on me dit un monsieur qui ne veut pas décliner son identité. Là, j'ai préféré aller voir la personne dans la salle d'attente. Que vois-je ? Une personne amaigrie, les mains couvertes de traces de lésions d'électrocution et la mine pâle, sans compter les vêtements délavés qu'il avait.
Je lui demande juste le motif de sa visite. Il me dit qu'il est venu s'excuser de la façon dont il m'a largué avec les enfants. Je n'ai même pas laissé qu'il termine sa phrase. J'ai appelé les vigiles pour qu'on le foute à la porte. Le soir, Ngando vient me chercher au travail en voiture. J'avais pris une femme de ménage pour ramener mes enfants de l'école et s'occuper d'eux avant mon retour les soirs. Ngando leur payait les frais de scolarité dans une bonne école privée de la place, et s'occupait bien d'eux. J'étais à l'aise. On faisait l'amour presque tous les week-ends. Mais tout son problème c'était mon divorce qui n'était pas encore effectif. Il veut m'épouser, me dit-il chaque jour. Il me dit que je suis le genre de femme qui rend un homme milliardaire, car trop travailleuse, dévouée et soumise. Les week-ends, on allait à Kribi avec mes 2 enfants pour respirer l'air frais marin. Je ne passais pas un mois sans rendre visite à mon ex-bailleresse. Ma mère avait d'ailleurs dit à Ngando qu'au moment de me doter, il devra faire des cadeaux à mon ex-bailleresse et mes anciennes voisines. Un week-end, de retour d'une petite escapade avec Ngando et les enfants, la femme de ménage me dit qu'un homme est venu, et s'est présenté comme étant mon mari et le père de mes enfants. Ngando en entendant cela se mit en colère. Il s'est mis à m'accuser, que je couche encore avec le père de mes enfants, sinon, comment il a fait pour retrouver où je réside? Il s'est fâché et m'a laissé au pas de la porte avec les enfants. J'étais triste ce soir-là. Je lui ai envoyé des tonnes de messages sans suite. 2 semaines passent et pas de nouvelles de Ngando. Je me rends à son lieu de travail, c'est à peine qu'il me regarde. Je lui demande si on peut passer la pause ensemble et que je voudrais lui parler, mais il me répond qu'avant que lui et moi discutions de quoi que ce soit, je dois d'abord divorcer de mon mari. Et c'est la seule preuve que je puisse lui donner en lui prouvant que je veux réellement faire ma vie avec lui et qu'à part ça, on n'a plus rien à se dire. Je retourne à mon lieu de service et j'explique à ma collègue qui est mariée depuis plus de 15 ans. J'étais tellement triste, parce qu'à peine le bonheur me souriait et voici le père de mes enfants qui refait surface après 3 ans pour m'enlever de nouveau le sourire. Ma collègue me dit que son beau-frère, le mari à sa sœur est avocat et elle verra avec lui pour un petit rabais des honoraires. J'entre alors en contact avec celui-ci. Entre-temps, ma mère appelle Ngando pour le rassurer, mais le gars était ferme sur sa décision. Tant que je ne divorce pas d'avec mon mari, il ne veut plus me voir, même en peinture. Ma mère m'aide donc à discuter les honoraires de l'avocat, et on lance alors la procédure. Un soir, alors que je suis paisiblement avec mes enfants, on cogne à la porte et j'y vais, c'est Ngando qui est revenu, car ma mère lui a dit qu'on avait déjà lancé la procédure de divorce. J'ai bloqué le père de mes enfants partout, même sur Facebook. Il essaie jusqu'aujourd'hui de voir ses enfants sans succès. Je refuse de lui céder. Je ne retournerai pas en arrière. Entre-temps, ma dot a été faite. Ngando et moi vivions ensemble en attendant le divorce pour ensuite nous marier. Pardonnez-moi mais j'ai dû refaire l'acte de naissance de mes enfants, car mon nouveau mari les a reconnus, et il porte désormais son nom. Mon ex-belle-mère, je n'ai plus jamais cherché à la voir. Mon ex-mari, on m'a raconté qu'il est vigile quelque part, et que sa vie est sens dessus-dessous. Il a une santé très fragile à cause de séquelles laissées par les tortures qu'on lui a infligées en Libye. J'ai pris une décision et je ne retournerai pas en arrière car elle est irrévocable. Fin. N'hésitez pas à vous abonner, partager et mettre un pouce bleu. À la prochaine vidéo. C'est Robot Arithmétique.